dimanche en politique, dans 3 mois et demi, les élections européennes, le paysage se met en place. Le salon d'agriculture qui ferme ses portes ce soir a donné le tempo de la campagne à venir, à moins que, comme lors de la présidentielle, la situation en Ukraine ne vienne tout balayer sur son passage. L'invité de dimanche en politique est Raphaël Glucksmann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Place Publique et vous allez mener la liste avec le Parti socialiste pour les élections du 9 juin, comme il y a 5 ans d'ailleurs. L'alliance a été scellée hier à Rome. On va d'abord commencer par un chiffre. Le cap des 30 000 morts, largement dépassé à Gaza, où il est toujours aussi difficile de savoir ce qu'il s'y passe, sauf parfois, comme là, sur ces images, lors d'une distribution alimentaire, on voit des gens qui ont été à bout de fusils de militaires israéliens. En tout cas, c'est l'une des thèses qui est avancée, qui est démentie par l'armée israélienne. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, 2,5 millions de Gazaouis vivent dans la précarité ou sous la menace d'une véritable famine, selon les organisations humanitaires, d'où ces livraisons aériennes notamment. Raphaël Glucksmann, les condamnations se sont succédées. Emmanuel Macron a dit sa profonde indignation face à ces civils pris pour cible, dit-il, par des soldats israéliens. Mais ça ne change rien pour Benjamin Netanyahou. Donc est-ce qu'il faut aller plus loin et imposer des sanctions? Il faut aller plus loin et il faut imposer des sanctions. Vous savez, 25 000 morts selon le Pentagone, civils. 30 000 selon les chiffres donnés par le ministère de la Santé liés au Hamas. Mais tout le monde concorde sur les chiffres. Et ces chiffres sont inacceptables. Oui, mais profondément inacceptables. Mais d'abord, il faut poser la chose. L'objectif, ça doit être d'obtenir un cessez-le-feu permanent à Gaza et de mettre fin à ce carnage. On le dit depuis des mois. Donc, les sanctions. On a à l'échelle européenne des moyens de pression sur le gouvernement israélien. Il faut les utiliser. Par exemple, la première chose, c'est l'accord d'association qui lie l'Union européenne et Israël. Cet accord d'association a une clause droits humains. Il faut activer cette clause droits humains. Ce n'est toujours pas fait par la Commission européenne. Si je vous entends, c'est-à-dire couper les relations diplomatiques entre Israël et l'Europe. Ce n'est pas couper les relations diplomatiques, c'est déjà arrêter de considérer comme un associé un gouvernement qui rase Gaza du nord au sud. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a énormément de pays européens qui livrent des armes à Israël au moment où on se parle. Et s'ils veulent être pris au sérieux quand ils disent qu'il faut arrêter le carnage, eh bien, il faut stopper ces livraisons. L'enjeu, il est essentiel. C'est d'empêcher Gaza d'être un vaste cimetière. Et moi, j'ai condamné avec les termes les plus forts les attaques terroristes du 7 octobre. Personne ne pourra me reprocher d'avoir sous-estimé l'horreur commise par le Hamas. Mais ce qu'on voit là, ce n'est pas de la lutte antiterroriste. Ce n'est plus de la lutte antiterroriste. Ce qu'on voit là, c'est la destruction d'un territoire et la destruction d'un peuple. Vous savez que ce conflit au Proche-Orient peut avoir des répercussions, y compris en France. Et on a vu avant-hier un homme qui a été victime d'insultes puis de coups à Paris parce qu'il était juif. Gérald Darmanin a demandé le renforcement des mesures de sécurité autour des lieux de culte juifs. Pour vous, est-ce qu'il y a plus d'antisémitisme en France qu'ailleurs en Europe? Et pourquoi, si c'est le cas? Déjà, il y a plus d'antisémitisme en France aujourd'hui que l'année dernière et que l'année d'avant. Donc il y a une augmentation majeure des attaques antisémites. Qui vient d'où, d'après vous? Et le ministre de l'Intérieur a raison de dire qu'il faut renforcer la sécurité. D'où vient cet antisémitisme, d'après vous? Eh bien, l'antisémitisme, il est lié, et c'est contre cela qu'il faut lutter de toutes nos forces, à ce qui se passe à Gaza. Le lien qui est fait... Mais ces actes, ces responsables des actes en France, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus accusables que d'autres, j'allais dire? Alors moi, je ne sais pas qui a commis cet acte dans le 20e arrondissement, donc je ne vais pas me prononcer maintenant. Mais d'où vient cet antisémitisme français? Qu'il y ait des mouvements islamistes qui exploitent la situation à Gaza pour proférer l'antisémitisme, c'est une évidence absolue. Et il faut lutter contre ça de toutes nos forces. Et sur la question que vous m'avez posée, parce que j'ai l'habitude de répondre aux questions, par rapport aux autres pays européens, il y a une augmentation de l'antisémitisme dans beaucoup de pays européens au moment où on se parle. Pour les mêmes causes qu'en France? D'actes antisémites. Et nous, tout notre travail, ça doit être justement de mettre une barrière infranchissable entre ce qui se passe au Proche-Orient, entre la condamnation unanime des agissements de Benjamin Netanyahou et la protection absolue, mais sans faille, des Juifs qui vivent en France et en Europe et qui sont aujourd'hui pris pour cible, ce qui est profondément inacceptable. Et j'espère que là, il y a un consensus général là-dessus. Vous avez des doutes ? Non, je dis, j'espère qu'il y a un consensus. Vous dites, j'espère. Vous voyez toujours les choses... Alors, la guerre en Ukraine, on va en parler, elle est entrée dans sa 3e année. Faut-il aller jusqu'à engager des troupes au sol, comme l'a suggéré Emmanuel Macron? Le débat est largement ouvert, tout comme celui sur le revenu des agriculteurs au cœur du 60e Salon de l'agriculture.
Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Il n'y aura aucune troupe au sol, aucun soldat envoyé ni par les États européens, ni par les États de l'OTAN sur le sol ukrainien. Tout cela constitue une réelle menace d'un conflit avec une utilisation d'armes nucléaires, ce qui signifie la destruction de la civilisation. Si j'envoie des troupes, ça risque d'aggraver le conflit. Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co-belligérance, faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français. Il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. Nous savons déjà que notre filière de la volaille est en train de mourir du fait des importations massives de la volaille ukrainienne. Mais une fois de plus, sur ce sujet comme sur les autres, le président a manqué de courage. Il donne pas ce qu'on demande. On demande qu'il protège notre agriculture, qu'il protège l'agriculture française. On bosse dur, on veut un revenu pour notre travail. Je ne vois pas pourquoi le monde agricole serait le seul monde économique dans lequel on pourrait vendre à perte, parce qu'il n'y aurait pas de prix plancher, pas de prix de référence, pas de coût de production qui soit clairement déterminé. Le prix plancher, c'est une grande idée qu'on laisse comme ça, qu'on jette en l'air, qui va aboutir à des grosses usines à gaz administratives et qui finira en prix plafond. En France, il y a un SMIC. On ne peut pas payer les gens moins de temps. Eh bien, il faut aussi définir qu'on ne peut pas payer le prix du litre de lait moins de temps. Mais c'est évident que si on met la tête sous l'eau des agriculteurs, on ne peut pas leur dire en même temps venez faire le bien-être animal, venez sortir des phytos, venez monter en gamme. Et pas contente non plus, hein. Tu l'aimes pas, le président. Raphaël Glucksmann, Emmanuel Macron a créé l'effroi en évoquant la possibilité d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Vous avez dit qu'il faut tout faire pour l'éviter. Vous l'avez mis sur le réseau X. Mais sur le fond, vous êtes pour ou vous êtes contre? Mais ce n'est pas la question du moment. Je veux dire, ce que les Ukrainiens nous demandent, ce n'est pas un débat national comme on a le secret en France sur l'envoi hypothétique de troupes sur le front. Oui, mais il faut bien se positionner. Mais non, la question, c'est pas ça aujourd'hui. C'est ça qui me met en colère. C'est qu'on a une spécificité française de lancer des immenses débats et les autres Européens, ils nous regardent de manière très, très interloquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, la question aujourd'hui, c'est le manque de munitions sur le front. La question aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on a promis à l'Ukraine, on ne lui apporte pas. La question aujourd'hui, c'est que les troupes ukrainiennes sur le front ne nous demandent pas des soldats. Ce qu'ils nous demandent, mais c'est extrêmement important de le comprendre, ce qu'ils nous demandent, les Ukrainiens, c'est des munitions, c'est des équipements, c'est des missiles, c'est des avions. Et cela, nous ne le donnons pas. J'entends, Raphaël Glucksmann, mais vous ne pouvez pas vous extraire de ça. Je peux pas. C'est la France entière qui s'extrait. Non, mais ce à quoi on assiste maintenant. C'est Emmanuel Macron, c'est pas la France entière, c'est Emmanuel Macron. Ensuite, il y a toutes les oppositions qui vont débattre de l'envoi hypothétique de troupes. Il y a un candidat qui va dire je n'ai pas envie d'aller sur le front. Le débat est lancé par le président de la République. Il faut bien se positionner pour ou contre. Personne ne demande l'engagement sur le front de l'armée française. Donc Emmanuel Macron a parlé dans le vide. Tout le monde. Je tiens à rassurer tout le monde. Ce qu'on demande à la France, c'est d'arrêter d'être avant-dernière en Europe dans la fourniture d'équipements militaires à l'Ukraine. Oui, ce qu'on demande, c'est l'accroissement des aides financières. Ce qu'on demande, c'est de saisir les 200 milliards d'avoirs publics russes qui sont en ce moment dans nos banques, qui sont gelés et qui ne sont pas confisqués. En clair, Raphaël Glucksmann, Emmanuel Macron a eu tort de dire ça. Emmanuel Macron, si vous voulez, depuis 2 ans, n'est pas au rendez-vous de l'histoire sur l'aide à apporter à l'Ukraine et elle n'a pas pris le leadership. Et donc là, de tout d'un coup, partir sur une embardée, sur l'envoi hypothétique de troupes pour créer un débat national qui occulte les vrais problèmes. Moi, je vous le dis, le front ukrainien... Est-ce qu'il a eu tort, Emmanuel Macron, d'aller là-dessus? Oui, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, vous l'avez expliqué, mais vous ne l'avez pas dit. Mais parce que je vous explique que c'est un faux débat. Donc, il a eu tort de lancer ce faux débat. Et que je suis scandalisé par la légèreté avec laquelle la classe politique française traite de cette guerre. Ça fait 2 ans qu'on nous demande de mettre notre acte en conformité avec nos paroles. Nous savons parfaitement parler en France, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le ministre de la Défense français s'enorgueillit de la capacité de la France à envoyer 3000 obus par mois en Ukraine. Vous savez que les Russes tirent 20 000 obus par jour, que la Corée du Nord fournit 10 fois plus que nous sommes dans une situation où, en fait, nous ne sommes pas capables d'assumer la production suffisante pour l'envoyer sur le front, et que quand nous sommes capables de l'assumer, non mais c'est important, quand nous sommes capables de l'assumer, vous savez ce que nous faisons?
eh bien, nous utilisons des directives européennes pour relancer la production et continuer à vendre aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite, à l'Afrique du Sud, alors même que nous ne livrons pas ce que nous devons livrer à l'Ukraine, alors que c'est notre avenir qui est en jeu. Vous avez aussi dit qu'il faut passer en économie de guerre, qu'on devrait être en économie de guerre. Les agriculteurs, ils connaissent ça déjà depuis 2 ans, puisque avec l'accord sur l'importation sur les céréales ukrainiennes, ils voient des céréales ukrainiennes arriver en France à leur détriment, parce qu'ils disent c'est une concurrence déloyale. Vous les comprenez quand ils disent ça? Quand ils s'inquiètent de l'arrivée du poulet ukrainien, je les comprends, ou du blé, je les comprends. Et donc, il y a des clauses de sauvegarde qui sont à activer si jamais les arrivées de produits ukrainiens... C'est ce que dit l'Union européenne. Oui, si l'arrivée des produits ukrainiens bouleverse de manière trop forte le marché en France ou en Europe, eh bien, il faut les activer, ces clauses de sauvegarde. Il faut arrêter éventuellement. Oui, c'est cela que ça veut dire. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que d'abord, les poulets ukrainiens ne sont pas les principales importations et que nous avons du poulet brésilien, nous avons du poulet thaïlandais. Non, mais parce que je vois le débat. Moi, je parlais du blé, parce que là, pour le coup, il est plutôt ukrainien. Et sur le blé, on doit appliquer ces clauses de sauvegarde. Mais ce que j'aimerais rappeler ici, c'est vraiment important de le comprendre, c'est qu'en fait, pourquoi il y a eu cette levée des droits de douane avec l'Ukraine, cette ouverture de notre marché? C'était pour permettre à l'Ukraine de survivre à une agression qui détermine l'ensemble de l'architecture de sécurité du continent européen. Est-ce qu'on est sûr que ça va dans les bonnes poches? Mais c'est ça qu'on doit étudier et qu'on doit faire en sorte de changer si ça n'est pas le cas. Mais la vérité, c'est qu'on ne va pas fermer totalement les frontières avec l'Ukraine. Donc on doit, là, agir avec parcimonie, avec efficacité, en ciblant bien les problèmes, sans partir dans un immense débat national sur En tout cas, il y a un débat national quand même en France avec les agriculteurs. Il a fallu désamorcer des manifestations d'agriculteurs. Et certains principes de la politique agricole commune ont été revus. Par exemple, les mises en jachère qui vont être assoupli. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est technique, mais ça va assouplir. Le glyphosate qui a été prolongé de 10 ans, ça c'est pas dans la PAC, c'est dans le Green Deal. Mais bon, c'est autre chose. Est-ce qu'il fallait faire ces concessions? Est-ce qu'il fallait les faire pour avoir la paix sociale avec les agriculteurs en France? Eh bien, on a évité de poser les questions de fond. Les questions de fond, c'est le revenu. Les questions de fond sont touchées, par contre, par les prix planchers, qui sont vraiment une question essentielle. Et nous, au Parlement européen, depuis 2019, on s'est battu sans le gouvernement français, contre le gouvernement français d'ailleurs, pour qu'il y ait des prix planchers dans la politique agricole commune, sur la volaille. Donc vous défendez les prix planchers? Mais oui, parce que au niveau européen, vous dites? Mais parce que c'est scandaleux, on peut le faire à l'échelle française, mais ensuite il va falloir se battre pour que ce soit à l'échelle européenne. C'est scandaleux qu'on contraigne des producteurs à vendre à perte. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Mais la question des revenus, c'est aussi la question de la politique agricole commune. Et moi, je tiens à rappeler que tous les gens qui s'autoproclament en ce moment porte-parole du monde agricole et de la colère agricole, ces gens-là ont voté, que ce soit l'extrême droite, la droite ou les députés de Renaissance, ils ont voté la politique agricole commune qui ne fait qu'accroître les inégalités. Vous savez, c'est une politique de subvention fondée sur l'hectare et la production. Donc plus la ferme est grosse, plus vous êtes gros, plus vous touchez. Mais par contre, l'éleveur, lui, l'éleveur qui travaille 70 heures par semaine et qui touche 700 € par mois, lui, il va toucher des cacahuètes. Une misère de la politique agricole commune. Donc il faut réformer cette politique agricole commune. Mais c'est fondamental, vous savez, c'est 30% du budget européen. Ça va être un des premiers grands dossiers qu'on va avoir au Parlement. C'est au cœur de la campagne. Il est important que les agriculteurs qui sont dans une situation de misère sachent qui vote quoi à Bruxelles. C'est tellement au cœur de la campagne que tout le monde est passé au sein de l'agriculture, vous aussi d'ailleurs. Olivier Faure aussi, le numéro 1 du PS, qui a dit ceci: le sauciflard, l'apéro, c'est aussi notre culture. C'est votre culture, vous aussi? Oui, c'est ma culture, ce ne sera pas le thème central de ma campagne. Non, mais je vous dis que c'est votre culture. J'adore le saucisson et j'adore l'apéro. Alors vous êtes d'accord avec le PS, ça tombe bien et je tiens à dire que le cœur de la campagne sera la réforme de la politique agricole commune et ce sera aussi la mise en place des mesures miroirs à l'entrée sur le marché européen. Aujourd'hui, on impose des normes à nos propres producteurs. Et on laisse rentrer des produits qui ne respectent aucune de ces normes. Alors, si vous faites ça, vous ne sauvez pas la planète, vous détruisez votre production. Vous êtes d'accord pour être à la même table que Olivier Faure, on l'a compris, ça tombe bien, parce que comme il y a 5 ans, vous voilà parti pour une campagne européenne avec le Parti Socialiste, et comme il y a 5 ans, c'est vous qui menez l'attelage. Ils s'étaient donné rendez-vous à Rome pour mettre en scène leur alliance. Raphaël Glucksmann et Olivier Faure se sont entendus sur les places de la future liste PS Place Publique. Une première rencontre
Non, c'est pas la première sortie en fait. La réalité, c'est que ça fait 5 ans qu'on sort ensemble, si je me permets. Ah bah, tu donnes des scoops. Moi, je suis extrêmement heureux de l'accord qu'on a conclu et je suis surtout extrêmement impatient qu'on parte ensemble faire campagne, qu'on aille dans les fermes, dans les usines. Je ne sais plus combien vous êtes au Parlement européen, 700, 750. Le seul qui est véritablement travaillé, qui ait fait fructifier ce mandat et qui ait donné beaucoup de fierté aux socialistes, mais pas seulement. Il y a de quoi être heureux de repartir ensemble au combat. C'est un peu le remake d'il y a 5 ans. Avec 6,2%, Raphaël Glucksmann sauvait alors de justesse un PS morcelé, envoyait 6 députés à Bruxelles et se taillait une stature personnelle reconnue de ses adversaires. À ma grande surprise, il est devenu véritablement un homme politique et pas seulement un intellectuel en politique, ce qui est tout à fait différent. Raphaël Glucksmann est quelqu'un qui écoute, qui n'est pas sectaire. Et ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il n'est pas dans les tambouilles politiques, mais qu'il mène des combats. De ces combats, on retient la défense des Ouïghours ou la lutte contre l'ingérence russe ou chinoise. Tantôt enflammé, tantôt discret, le candidat avance désormais d'autres thèmes pour sa campagne. Il faut savoir qui paye. Et qui paye, ça doit être ceux qui ne payent pas d'impôts aujourd'hui, c'est-à-dire les ultra-riches. Aux côtés de José Bové, il défend l'écologie, mais ne cherche pas l'union avec les écologistes. Hier, à Rome, il a pointé le double danger de la guerre et des partis d'extrême droite. La campagne commence. All the far-right parties, they are puppets of a foreign tyranny. En France, nous allons parler d'Europe partout. Nous allons parler d'une Europe qui sera forte parce qu'elle sera juste. On en a déjà beaucoup parlé d'Europe, Raphaël Glucksmann. Vous étiez donc à la réunion du Parti socialiste européen à Rome. Vous êtes socialiste ? Non, moi je ne suis pas membre du Parti socialiste, mais j'appartiens au groupe socialiste et démocrate au Parlement européen, qui est le deuxième groupe du Parlement européen et qui peut devenir le premier, et ça changera tout. Comment vous définiriez, vous, si vous n'êtes pas socialiste ? Moi je suis humaniste, socialiste, écologiste, je suis démocrate, farouchement attaché à la construction européenne et désireux surtout de faire en sorte qu'enfin l'Europe soit puissante et soit juste, solidaire et écolo. Et ça, je pense que c'est le moment de bascule qu'on vit aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis extrêmement heureux et fier de m'engager dans cette campagne. Le moment de bascule, c'est exactement ce que disent les macronistes. Il y a un moment de bascule européen. Vous dites la même chose que... Mais je dis la même chose que sur le moment de bascule. Par contre, la bascule, on ne la comprend pas de la même manière. Nous ne votons pas la même chose sur la politique agricole commune. Nous ne votons pas la même chose sur les super profits et les taxes qu'on doit imposer. Restons tout d'abord sur le fait que... Définissons cette bascule. Mais c'est ça qui est intéressant. Mais 94%, quelle Europe on veut ? 94% des adhérents de Place Publique ont voté pour la liste commune avec le Parti socialiste aux européennes. Les Place Publique, c'est 6 000 adhérents. Plus des cliqueurs, mais de 6 000 adhérents, disons. C'est entre 200 et 300 000 sympathisants et des adhérents payants. Le PS, et en majorité c'est presque 10 fois plus. Et le PS vous laisse la tête de liste. Quel est votre secret ? Quel est votre secret ? Je ne sais pas si j'ai un secret. Le secret, c'est que l'Europe et la démocratie européenne et les solidarités à l'intérieur de la démocratie européenne, c'est le combat de ma vie. Oui, d'accord, mais le Parti socialiste, là, on va rester sur la politique. Le Parti socialiste, qui est quand même un grand parti, vous laisse la place. Non, mais vous laisse la place. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes le pansement des divisions du PS ? Non, ça veut dire qu'on a mené des combats ensemble depuis 5 ans au Parlement européen, qu'on a obtenu des victoires pour, par exemple, bannir les produits de l'esclavage de nos marchés, ou sur la régulation bancaire, ou sur plein de sujets. Ensemble, on a obtenu des victoires et on a aussi connu des défaites. Mais on a appris à se battre ensemble dans les institutions. Mais normalement, c'est le parti le plus important qui prend la tête de liste. C'est ça qui m'épate chez vous. C'est que là, le Parti socialiste vous laisse la place. Est-ce que c'est pour éviter leur division à eux ? Non, je ne pense pas du tout. C'est un immense signe de confiance et je les remercie et j'en suis fier. Je ne vais pas le cacher, j'y vais avec enthousiasme et avec passion. Mais c'est aussi peut-être le fait que pendant 5 ans, ce que j'ai réussi à faire au Parlement européen, c'est apporter des combats et des sujets en mobilisant les jeunes Français. Vous savez, on a mobilisé des centaines de milliers de jeunes sur chacun de nos combats, que ce soit sur la fast fashion ou sur la... On le dit. Oui, mais ce que je veux dire, et ça, cette force-là, cette jeunesse-là, elle va faire irruption au cœur de la campagne. Venez à nos meetings, vous allez voir. On en a un le 10. On a un le 10 à Lyon, vous allez voir cette jeunesse enthousiaste. Parlons de vos concurrents. Voilà. Renaissance a choisi sa tête de liste aux européennes, Valérie Hayé. Dans le Figaro, elle vous a
lancer ça. Avec Raphaël Glucksmann, on vote à 90% de la même façon au Parlement européen. Il devrait être avec nous, il le sait. Qu'est-ce que vous lui répondez? Du coup, j'ai vérifié les chiffres exacts. C'est 80% et je vote aussi à 86% avec Marie Toussaint et les Verts et même à 76%, je crois, je ne sais pas si c'est le chiffre exact, avec Manon Aubry et l'AFI. Donc en fait, la réalité, c'est qu'au Parlement européen, quand vous voulez faire des coalitions pour l'emporter, vous votez sur des grands textes en commun. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les 20% qui nous distinguent et qui justifient le fait qu'il y ait des listes opposées, mais c'est vrai dans tous les sens. Qu'est-ce qui vous distingue principalement? Mais ce qui nous distingue principalement, c'est la question sociale, c'est la question de la justice fiscale, c'est la question de la taxation sur les superprofits. Nous, on lance une grande campagne européenne pour qu'enfin les plus hauts patrimoines à l'échelle du continent européen soient surtaxés. Ça peut rapporter jusqu'à 200 milliards d'euros qui seront investis dans nos hôpitaux, dans la transition écologique pour qu'elle soit juste. Et là, bien sûr, les représentants d'Emmanuel Macron ne seront pas d'accord. Ce qui nous distingue aussi, c'est par exemple l'attitude du gouvernement français sur la directive sur les travailleurs des plateformes. C'est un texte essentiel qui va donner des droits enfin à 5 millions de travailleurs à l'échelle européenne. Qui bloque ce texte porté par les sociodémocrates? Emmanuel Macron, pour faire plaisir à Uber. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, notre attachement à la construction européenne, nous, il se double d'un attachement profond, viscéral à la solidarité sociale. Et c'est la jonction des deux qui va créer cette Europe forte et juste qu'on appelle de nos voeux. Il y a un autre concurrent de taille qui fait un meeting aujourd'hui à Marseille, c'est Jordan Bardella, qui avait terminé en tête il y a 5 ans. Il espère renouveler l'exploit et même amplifier cette année. Pensez-vous pouvoir lui faire barrage? En tout cas, j'emploierai toutes mes forces d'abord à montrer qui ils sont et qui sont leurs alliés à l'échelle européenne. Est-ce que vous pensez lui faire barrage? Est-ce que vous pensez passer devant lui aux européennes? Mais j'espère en tout cas contribuer à mener jusqu'au bout la lutte contre ceux qu'ils sont et ceux qu'ils représentent. Et moi, j'aimerais le dire, nous traversons une période gravissime. Nous sommes dans un continent qui est en guerre. Et depuis le début de cette histoire, depuis le début de la grande confrontation lancée par Vladimir Poutine contre nos démocraties, eh bien, M. Bardella et tous ses alliés à l'échelle européenne agissent au service de Vladimir Poutine, donc d'une tyrannie étrangère. Ce ne sont pas des patriotes, ce sont des patriotes de pacotille. Et j'ai présidé la commission du Parlement européen sur les ingérences étrangères. Et j'ai vu comment toutes les extrêmes droites à l'échelle du continent européen participent à cette grande entreprise de déstabilisation du continent européen et de nos démocraties. Donc, vous accusez aussi le Rassemblement national d'être en France, les troupes russes, comme disait Gabriel Attal, en France. Mais ça fait, moi, des années que je travaille dessus. Ça fait des années que j'expose ces liens. Et vous confirmez ça? On a au Rassemblement national, à l'AfD, au FPÖ autrichien, à l'AfD en Allemagne ou à la Lega en Italie, des partis politiques qui décernent aux uns et aux autres des brevets de patriotisme et qui n'ont eu aucune, et le Rassemblement national, c'est bien ce que j'ai mentionné en premier, qui n'ont eu aucune difficulté à voter, par exemple, contre la condamnation des milices Wagner au Parlement européen, alors même que ces milices prenaient pour cible nos soldats français en Afrique, qui n'ont eu aucune difficulté à refuser tous les textes, rejeter tous les textes qui permettent de construire une défense européenne pour protéger les Européens contre la Russie de Vladimir Poutine. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un vote anodin. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont tentés par la colère, qui sont tentés par le rejet des institutions. Mais là, on est dans une situation tellement grave que le vote RN est un vote dangereux pour la survie et la souveraineté de nos démocraties. Vous avez vu que Cléa Chakravarty est en face de vous depuis quelques minutes. Bonjour Cléa, chef du pôle Société et politique de The Conversation France. L'immigration va être au cœur des débats et des enjeux aussi. Bonjour Francis, bonjour Raphaël Glucksmann. Alors, vous défendez la solidarité, notamment internationale. On sait, chaque année, il y a des milliers de personnes qui meurent en mer en essayant de rejoindre, en Méditerranée, en essayant de rejoindre l'Europe. Il y a pourtant une agence de surveillance des frontières qui existe, qui s'appelle Frontex. Est-ce qu'elle sert encore à quelque chose, cette agence? Eh bien, nous nous battons pour que, à Frontex, on adjoigne une mission qui est celle du sauvetage en mer. Nous ne pouvons pas laisser la Méditerranée se transformer en immense cimetière. Et donc je ne sais pas si c'est populaire ou si c'est impopulaire, mais la vérité c'est qu'il faut qu'on reprenne les opérations de sauvetage en mer. Il faut arrêter les pushbacks. Vous savez, ces pushbacks, c'est repousser sans aucune forme de contrôle sur repousser les embarcations. Mais alors justement, chez Frontex, il y avait le patron, l'ex-patron de Frontex, Fabrice Leggeri, qui lui a rejoint Jordan Bardella sur sa liste européenne et qui trouve que finalement Frontex est trop laxiste. Qu'est-ce que vous lui répondez? Parce qu'avec cette mission... C'est quelqu'un qui a dû partir parce qu'il était sous enquête de l'Office de lutte contre la fraude et qui était d'une incompétence notoire. Je veux dire, ça fait des années qu'il est sur le grill
du Parlement européen et de la Commission européenne pour l'incompétence totale avec laquelle il a géré. Même sur les recrutements, il y avait des problèmes au sein de Frontex. Donc en fait, le fait qu'il rejoigne le Rassemblement national n'est pas une surprise et c'est pas non plus un trophée extraordinaire, puisque c'est vraiment une personne qui a décrédibilisé Frontex. Ce que vous dites, c'est que finalement, Frontex, cette agence, qui elle-même a été prise à partie par de nombreuses associations, on la garde, on ne la supprime pas. On a besoin de la réformer. Qu'on ait besoin d'une agence pour contrôler nos frontières, ça me semble évident, mais la manière dont elle fonctionne, ça ne va pas. Et ça fait longtemps qu'on le dit au Parlement européen, et ce n'est pas simplement notre groupe qui le dit, c'est une majorité du Parlement européen. Très bien. Sur la guerre en Ukraine, on en parlait à l'instant, il y a eu 4 millions d'Ukrainiens qui ont été accueillis comme réfugiés en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ce qui se passe à Gaza, il faut faire la même chose avec les Palestiniens, donc aujourd'hui et demain, pourquoi pas avec les réfugiés climatiques? Mais la question s'était déjà posée avec les réfugiés syriens. Vous avez vu sur les Palestiniens. Oui, non, mais je vais y venir. Sur les Palestiniens, il faut impérativement accueillir ceux qui fuient la guerre et la destruction de Gaza. Et aussi travailler avec les pays voisins. Mais le but qu'on doit avoir, enfin, je vais vous répondre franchement, le but qu'on doit avoir, c'est pas qu'il n'y ait plus de Palestiniens à Gaza. Le but qu'on doit avoir, c'est que la guerre s'arrête et que les Palestiniens puissent vivre sur leur sol. On est d'accord, c'est dans un monde idéal, mais concrètement, en France, par exemple, ça se traduit comment ça? Moi, j'ai vu les plans de certains ministres d'extrême droite israéliens qui disent qu'il faut faire fuir l'ensemble des Palestiniens de Gaza. Donc en fait, on ne doit pas se placer dans une position où on cautionnerait ce type de projet de purification ethnique quand même. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, il faut accueillir ceux qui nous demandent l'asile, parce qu'effectivement, ils sont dans une situation où leur demande est parfaitement légitime. Par contre, il ne faut pas faciliter, si vous voulez, un plan d'évacuation de la population civile de Gaza. Pour les accueillir correctement, on le sait, il y a d'autres types de réfugiés, d'autres demandeurs d'asile qui viennent en France, qui sont aujourd'hui accueillis dans les campagnes françaises. On pense à des personnalités comme Cédric Héroux, par exemple, qui organisent cela. C'est aussi une façon de redynamiser les campagnes. Concrètement, est-ce que vous soutenez ce type d'initiative? Qu'est-ce qu'on peut faire, notamment en France? Il y a des projets de relocalisation à l'échelle de l'Europe. Et d'ailleurs, c'est un des grands sujets à l'échelle européenne. C'est refusé, par exemple, par le gouvernement hongrois. Or, il faut une solidarité. Parce que pourquoi? Les gens qui traversent la Méditerranée, ils ne veulent pas venir en Italie ou en Grèce. Or, le système actuel, l'absence de solidarité, entraîne quoi? Ça entraîne le fait qu'il y a un poids qui est réservé aux pays d'entrée, à l'Italie et à la Grèce. C'est ingérable pour l'Italie et la Grèce. Donc, ce qu'il faut, c'est un mécanisme de solidarité à l'échelle de l'Europe et ensuite un mécanisme de répartition au sein des pays européens. Concrètement, on fait comment? Pour la France, pour les élus locaux, pour les communes qui veulent accueillir, est-ce qu'il faut débloquer des financements européens? Est-ce qu'il faut les soutenir d'une autre façon? Il faut une coordination européenne avec des financements, oui, sur la répartition et sur l'intégration. Et ce que je veux dire, c'est que là, c'est simplement le respect du droit. C'est le respect de notre droit. Je ne dis pas qu'il faut ouvrir les frontières, qu'il faut supprimer Frontex, et je ne suis pas du tout dans ce discours-là. Mais nous, on a un droit, qui est le droit d'asile. Et donc, les gens qui sont éligibles au droit d'asile, il faut bien qu'ils puissent aller vivre dans des conditions décentes en Europe, s'ils ont le droit de le faire. Et donc ça, c'est une politique européenne qui n'est pas assumée. Et ce que je veux rappeler, c'est que c'est comme sur tous les sujets. La question migratoire, elle ne se résoudra pas, elle ne se pose même pas à l'échelle nationale. Elle se pose à l'échelle européenne. Et imaginez juste une seconde, mais parce que c'est un discours qui va être surexploité par l'extrême droite pendant toute la campagne. Imaginez juste une seconde que vous avez au pouvoir 2 dirigeants d'extrême droite en France et en Italie. Qu'est-ce qui se passera? Il se passera la guerre entre la France et l'Italie. C'est ça qui se passera. Et ils n'ont aucune solution portée à l'échelle européenne. Et ça, il faudra le rappeler quand même, parce qu'ils vont nous faire une campagne entière sur l'immigration zéro. Merci Cléa. Vous avez récemment accusé Emmanuel Macron d'avoir fait barrage à un texte définissant le viol au niveau européen. Vous l'avez accusé de mettre en danger des millions de filles et de femmes. C'est comme ça que vous l'avez dit. Le gouvernement, notamment Éric Dupond-Moretti, lui, vous accuse de propager de fausses informations en disant que la loi française est plus stricte que ce qui allait être voté au niveau européen. Est-ce que vous restez sur votre position? Alors déjà... Est-ce que vous restez sur votre position? Je vais vous dire oui, bien sûr que je reste sur ma position, mais au-delà de ça, je suis scandalisé, moi, par l'exploitation qui est faite par le ministre de la Justice de ce texte. Il fait semblant... Il a votre compte Instagram. Voilà, il fait semblant que ce texte dit que j'accuse Emmanuel Macron d'avoir dépénalisé le viol. Mais ça m'a jamais traversé l'esprit, évidemment. Moi, j'ai trop combattu les fake news pour pouvoir m'adonner à ce type de choses. Ce que je dis, c'est qu'il refuse l'article 5 de cette loi et qu'il le refuse avec constance depuis le début. L'article 5 de cette loi qui donne une définition européenne du viol, ce qui aidera des millions de femmes à travers le continent européen qui, elles, vivent dans des législations
bien trop laxiste sur la question du viol. Et juste, quand il fait ça, il s'oppose à sa propre majorité qui a voté avec nous et qui a publiquement protesté contre la position de la France. Merci. C'est une position extrêmement rétrograde et les fake news ne sont pas chez moi, elles ne seront jamais chez moi. J'ai bien trop de respect pour le débat public pour cela. Ici 12-13 dans votre région maintenant. Bon après-midi et à dimanche prochain.